Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur le recteur Chapuisat à la riche carrière universitaire et administrative. Dès ses études supérieures, il a entamé un parcours professionnel marqué par la mobilité et la pluridisciplinarité. Pour passer l'agrégation, après ses doctorats, il a choisi en fait le droit public et les sciences politiques. Il dit lui-même, non sans avoir hésité, car il était également tenté par le droit civil autant que par l'histoire des institutions. L'obstacle agrégatif franchi, il a décidé de s'investir en bonne logistique postdoctorale et simultanément dans plusieurs domaines, le droit de l'urbanisme et de la construction. Puis, il a rejoint le Conservatoire national des arts et métiers comme professeur titulaire de la chaire de droit immobilier dans l'immobilière de production, de gestion, de fiscalité, de financement et enfin de maintenance des bâtiments. Tout cela fut porté par le réseau national des instituts de la construction et de l'habitation, ICH, dont la première antenne régionale, qui reste aujourd'hui la plus dynamique, c'est je crois à votre fierté, monsieur le recteur, fut créée à Montpellier en partenariat étroit avec l'université. Il a entamé une carrière administrative dans l'éducation nationale, carrière de haut fonctionnaire, d'abord comme recteur d'académie en Picardie et plus tard à Montpellier, ensuite comme directeur de ministère, directeur de l'information du ministère de l'Éducation d'enseignement supérieur. Enfin, au tournant du XXIe siècle, il a été directeur général de l'ENICEP, entreprise publique en charge de l'ingénierie, de l'orientation de nos jeunes élèves et étudiants. Vous voyez la variété de sa carrière universitaire et administrative. Alors, une fois revenu au CNAM comme directeur délégué du CNAM, il a eu le privilège d'achever sa carrière professionnelle pendant 5 ans à Madagascar comme chef du projet de création d'un centre interrégional d'enseignement pour la formation professionnelle supérieure associé au CNAM et ouvert aux auditeurs de toute la zone sud-ouest francophone de l'océan Indien. Pendant toute sa carrière, il a, comme vous l'avez pu le constater, développé parallèlement une curiosité pour de nombreux sujets et aussi pour certains pays, Madagascar bien sûr, mais aussi l'Italie, l'Éthiopie et l'Irak. Recteur de Picardie en 1991, il est en première ligne lorsque 2 enseignants de la ville d'Amiens sont pris en otage par Saddam Hussein au moment de la guerre du Golfe. Son intérêt pour la Babylonie va naître en grande partie de ce concours de circonstances. La conférence sur la Babylonie en danger résulte de plus de 30 ans d'intérêt porté sur l'Irak et de 4 années de recherche intensive sur cette contrée singulière et exceptionnelle. Vous allez le comprendre en entendant M. le recteur. Il est convaincu que la meilleure façon de traiter un sujet est de l'aborder d'une manière interdisciplinaire. Et c'est ce qu'il va faire maintenant et je le remercie en votre nom pour cette conférence qu'il va prononcer. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, je voudrais bien entendu adresser des remerciements très chaleureux au président et au secrétaire perpétuel de l'Académie qui me font l'honneur de me permettre de vous entretenir ce soir d'un sujet qui me tient à cœur. Je dois avouer que j'ai souvent tendance à chercher à m'éloigner un peu de mes zones de confort professionnel pour m'intéresser à des sujets qui me paraissent à la fois importants et de nature à soulever de nombreuses questions. C'est le cas du sujet de ce soir sur la Babylonie en danger. Le sujet qui me retient va très au-delà de ma sensibilité personnelle. Je crois surtout que ce qui le rend important, ce sont 2 raisons majeures. La première raison est que la Babylonie ancienne, comme le sud irakien d'aujourd'hui, sont peu et très mal connus en dehors du petit cercle des spécialistes. C'est donc, me semble-t-il, une grande injustice et j'essaye modestement de réparer cette injustice. La deuxième raison majeure, c'est que les enjeux et les obstacles auxquels est confrontée aujourd'hui toujours la Babylonie font écho à plusieurs très grandes questions de géopolitique contemporaine et qu'il me paraît utile de les aborder et à partir d'un exemple concret comme celui-là. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'UNESCO. Et en 2016, elle a pris la décision de classer au patrimoine mondial de l'humanité et les 3 grandes cités sumériennes d'Ur, Eridu et Uruk, entourées d'une vaste zone humide constituée par ce que l'on appelle les marais d'Irak. Je reviendrai tout à l'heure sur les marais. Et en 2019, elle a récidivé, si j'ose dire, en classant encore au patrimoine mondial de l'humanité le grand site de Babylone, quelques 200 km plus au nord des cités sumériennes.
Donc l'UNESCO a en quelque sorte reconnu l'ensemble de la réalité historique de la Babylonie. Et à partir de là, elle nous adresse deux messages qui me paraissent très importants. Le premier message, c'est que la Babylonie est à la fois porteuse d'une réserve de biodiversité tout à fait exceptionnelle, je vous la décrirai plus en détail tout à l'heure, et qu'en même temps, elle est porteuse aussi de reliques des cités antiques, selon ses propres termes, des cités antiques qui ont joué un rôle décisif dans l'histoire de l'humanité. Elle adresse un deuxième message, c'est que ces deux patrimoines, l'un écologique et l'autre culturel, sont tout à fait indissociables, ne peuvent pas être traités l'un sans l'autre, et par conséquent, ils posent un problème particulier du fait précisément de cette conjonction, de cet entrelacement entre l'écologique et l'archéologique. Qu'est-ce que la Babylonie dont je vais vous parler maintenant, après la feuille de route que nous propose l'UNESCO? La Babylonie, c'est cet endroit, ce lieu où, à la fin du néolithique, le génie d'un peuple, les Sumériens, a croisé le génie des lieux. Ces lieux sont situés au sud-est de l'arc géographique que beaucoup plus tard, au début du XXe siècle, on appellera le croissant fertile. Cette Babylonie est aujourd'hui en mesure de montrer que cette rencontre fut particulièrement heureuse en dépit de toutes les difficultés qu'elle a eu à affronter. Pour commencer, je vous propose de dire quelques mots sur la géographie de l'histoire. Cette première carte que vous avez sous les yeux me permet de vous donner une description très rapide de la Babylonie. C'est une vaste plaine qui est longue de plusieurs centaines de kilomètres et qui est bordée à l'ouest par une région très désertique de type arabique, qui est bordée à l'est par les contreforts des massifs montagneux d'Iran, au sud par le golfe Persique, et dont la limite nord est fixée d'une manière plus curieuse mais intéressante par la limite de la zone de culture du palmier dattier, qui s'arrête un peu en dessous de Bagdad. Tel est donc le cadre géographique de la Babylonie. Cette vaste plaine babylonienne est traversée du nord-ouest au sud-est par les deux grands fleuves mythiques que sont à l'ouest l'Euphrate et à l'est le Tigre, qui la traversent donc de part en part avant de converger dans le sud de la plaine, dans une zone commune qui est le Châtel arabe, qui traverse dans toute sa longueur la fin de la plaine pour déboucher, et après 200 km, sur le golfe Persique. Entre ces deux fleuves, dans la zone centrale des deux fleuves, là où vous voyez apparaître le mot Babylonie, entre ces deux fleuves se situent justement les marais d'Irak, lesquels, aux plus grandes heures de l'histoire, ont atteint jusqu'à 30 000 m² de superficie. Pour vous donner une idée de comparaison, c'est à la fois à la superficie actuelle de la Bretagne, c'est aussi, pour faire une comparaison plus parlante puisque nous parlons de marais, c'est aussi la Camargue, mais à la puissance 30 fois la superficie de la Camargue. Voilà le cadre dans lequel nous nous situons. À l'extrême sud, le golfe Persique, donc, qui lui aussi joue un rôle fondamental dans l'histoire de la Babylonie. Le golfe Persique, je vais passer la deuxième, voilà. Le golfe Persique connaît un certain nombre de particularités sur lesquelles je vais insister. En gros, je vais le faire autour de 4 observations particulières. Première observation, le golfe Persique a connu au cours de sa longue histoire un grand nombre de variations eustatiques. La dernière en date remonte probablement au milieu du 4e millénaire avant notre ère, et le golfe Persique a reculé de plus de 200 km sous l'effet, et notamment, probablement surtout, de phénomènes sismiques qui l'ont affecté. Cette régression est visible dans la mesure où la ville d'Our, que vous voyez en bas à gauche sur l'Euphrate, que vous voyez, la ville d'Our qui, comme l'indique la carte qui est là, était riveraine du paléorivage à l'époque du début du 4e millénaire, en est aujourd'hui à plus de 200 km.
C'est vous dire l'ampleur de la régression et l'ampleur des conséquences que cette régression a entraînées sur le terrain. Deuxième remarque, même après sa régression, le golfe Persique a gardé une fonction essentielle à la Babylonie en lui donnant un accès direct, sûr et facile au golfe Persique et derrière le golfe Persique, bien entendu, à tous les rivages de l'océan Indien. Troisième observation, l'immense plaine babylonienne que vous avez sous les yeux, pour être fertile et généreuse, a besoin évidemment d'une parfaite maîtrise des eaux qui sera, quand elle sera obtenue assez rapidement, la condition d'un agropastoralisme florissant, la condition donc de sa réussite et de sa prospérité. Enfin, quatrième et dernière observation, malgré une agriculture riche et de vastes marais dont je viens de vous parler, la carte montre bien aussi que la Babylonie historique fut un pays très largement urbanisé autour des très nombreuses cités que vous voyez ici référencées. C'est dans cet écrin d'exception que se sont installés les premiers Sumériens. Mais au fait, il est temps de dire maintenant qui sont ces Sumériens. Aujourd'hui, de nos jours, le mystère reste entier, malgré des tentatives très nombreuses de répondre à l'énigme. Ils parlaient qu'une langue inconnue et qui n'était rattachable à aucun groupe existant. C'est donc, comme disent les linguistes, un isolat linguistique. Leur dénomination ne donne pas non plus d'indication très précise, puisque le mot de sumérien leur a été attribué par les Akkadiens, un peu plus au nord, qui, lorsqu'ils les ont envahis, les ont considérés comme des peuples autochtones. Autochtone en akkadien veut dire autochtone se dit en akkadien comme cela, et par conséquent, le seul élément d'identification, c'est d'être des primo-arrivants par rapport aux envahisseurs qui ont suivi. Pendant beaucoup plus d'un millénaire, un millénaire et demi, les cités sumériennes que vous voyez répertoriées là ont vécu une vie continue, tantôt isolées les unes des autres, chacune chez elles, et tantôt aussi sous l'autorité de l'une d'entre elles, par exemple d'Uruk, qui a pris le contrôle pendant quelques siècles de l'ensemble. Toujours est-il qu'au bout d'un certain nombre de siècles, ces cités sont devenues des cités-États, auxquelles l'humanité doit un grand nombre des innovations qui ont fait les civilisations ultérieures. Par exemple, l'écriture cunéiforme, qui est l'une des innovations les plus connues et les plus mondialement utilisées et que l'on doit aux cités sumériennes, mais aussi, et ce sera très important pour la suite de notre propos, l'agriculture irriguée, la maîtrise des eaux dont j'ai déjà dit un mot, et malgré l'agriculture irriguée et l'urbanisation qui est aussi une des inventions majeures, l'architecture et l'urbanisation doivent beaucoup aux cités sumériennes. Tout ceci a duré jusqu'en gros à la fin du troisième millénaire avant notre ère, fin du troisième millénaire au cours duquel les Akkadiens, donc leurs voisins du nord, vont les envahir, et c'est là qu'apparaît le dernier trait de génie du peuple sumérien, c'est qu'au lieu de combattre et de vouloir lutter à armes illégales contre les Akkadiens, les Sumériens ont préféré les apprivoiser et les assimiler. C'est de là qu'est née la culture suméro-akkadienne qui allait enrichir encore les siècles et le millénaire qui y suivait. Nous en arrivons donc maintenant à la leçon de l'histoire. Pour essayer d'être bref compte tenu du temps qui est limité, et je vous ai préparé deux tableaux. Le tableau, celui-ci, qui correspond à une première période. Vous voyez dans la colonne de gauche quelques éléments avant notre ère et l'année 0 qui marque le début de notre ère. Et le deuxième tableau nous conduit jusqu'à notre XXe siècle. Si je reviens sur ces tableaux, je vais plutôt me limiter à quelques observations pour commenter, et le temps me manque pour vous en faire des descriptions plus importantes. D'abord, vous pouvez constater à travers ces deux tableaux, vous pouvez constater que les invasions et les occupations furent très nombreuses et très variées au cours des temps. Néanmoins, quel que soit leur nombre, si on récapitule les différents types d'invasions, les différentes dynasties et leurs origines, on constate que ces invasions sont à dominante de l'Est, venues de dynasties, les Élamites, les Kassites, les Achéménides et bien d'autres qui viennent de l'Est aujourd'hui iraniens.
Ça ne sera pas évidemment sans en laisser des traces importantes dans la suite de l'histoire. Sur ce tableau, il est à retenir également, sur ces deux tableaux, sont à retenir deux dates importantes. La première, c'est celle qui correspond à la dynastie achéménide, celle-ci, parce que à partir de cette date, les empires occupant la Babylonie ne seront plus ce que j'oserais appeler des empires régionaux, c'est-à-dire venus de très près, mais seront des dynasties que l'on pourrait appeler universelles, l'empire des Achéménides, l'empire de Cyrus le Grand, de Darius, l'empire d'Alexandre le Grand, et voilà. Donc, première rupture profonde dans l'histoire de cette très longue période du temps des empires. La dynastie achéménide fait basculer la Babylonie dans le temps des empires universels. Deuxième date importante sur le tableau suivant, c'est bien entendu l'Hégire en 622 de notre ère, puisque à partir de l'Hégire, la Babylonie ne cessera plus d'être intégrée dans un empire musulman, ce qui évidemment va là aussi marquer très durablement son histoire. Troisième observation importante, cette intégration dans le temps des empires a conduit la Babylonie à vivre cette espèce de relégation, de provincialisation, si j'ose dire, qui l'a placée aux marches sur les confins des empires et lui a fait perdre sa place centrale qu'elle avait réussi à garder à l'origine, même sous sa forme subéro-acadienne. Enfin, dernière observation importante, pendant ce temps des empires, il est très important de souligner, c'est ce que j'ai marqué en rouge sur les deux tableaux qui sont là, le premier et le deuxième, ce sont des mouvements de résistance de la Babylonie qui ont manifesté tout au long de cette très longue période une volonté toujours de résistance et souvent même d'autonomisation de la Babylonie par rapport à l'empire dominant. Si je résume cette très longue période, elle dure quand même dans les 4000 années, du tout début du deuxième millénaire avant notre ère au tout début du XXe siècle de notre ère, c'est-à-dire de l'invasion par les Amorites à la chute de l'Empire ottoman. Pour achever cet rapide inventaire de l'histoire très longue de la Babylonie, il me paraît important de dire quelques mots sur les derniers siècles, les deux derniers siècles qui nous séparent de la chute de l'Empire ottoman. Durant ces siècles, la Babylonie a connu le déclin de l'Empire ottoman, le début de l'exploitation pétrolière, la colonisation, l'exploitation par les puissances occidentales. Au XXe siècle, la guerre meurtrière entre les Ottomans et les Britanniques, l'effondrement définitif de l'Empire ottoman, le protectorat anglais et la décolonisation, et enfin, bien entendu, à partir de 1920, la création de l'Irak d'aujourd'hui. Depuis sa création, il y a à peine plus d'un siècle, donc en 1920, l'Irak a ensuite connu 4 révolutions et 40 ans de guerre, avec en toile de fond la lente et laborieuse construction de l'État irakien. Inutile de vous dire que tous ces épisodes ont évidemment gravement affecté l'histoire et la continuité de la Babylonie. Après ce beaucoup trop rapide survol historique des leçons qu'on peut tirer de cette histoire, j'ai retenu 5 grands enjeux auxquels la Babylonie est aujourd'hui confrontée, en laissant de côté très volontairement ce dont on parle toujours dans la presse. La Babylonie n'est pas que cette zone de combat et d'insécurité que l'on dénonce assez régulièrement dans la presse. La Babylonie, c'est aussi bien d'autre chose, et ce sont ces 5 enjeux successifs que je vais maintenant vous présenter. Premier enjeu, l'eau des fleuves, les 2 grands fleuves historiques qui alimentent la Babylonie. Donc vous le voyez, l'Euphrate à l'ouest prend sa source en Anatolie, dans la Turquie d'aujourd'hui, et après avoir traversé une partie de la Turquie et de la Syrie, traverse la Babylonie, traverse l'Irak,
sur la moitié environ de son parcours, et un quart de son parcours est directement situé en Babylonie, à partir de la zone qui est au sud de Bagdad. Le Tigre, à l'est, prend également sa source en Anatolie, passe directement de Turquie en Irak du Nord, et traverse donc, comprend les trois quarts de son cours en Irak, dont environ là aussi une bonne moitié en Babylonie, alimenté au surplus par un certain nombre d'affluents qui viennent de l'est des montagnes iraniennes. Les fleuves en question constituent, selon les données statistiques officielles, une réserve d'eau unique dans l'ensemble du Moyen-Orient. C'est ce que disent les statistiques officielles, c'est vrai. Sauf que, comme vous le voyez, l'Irak est situé en bassin versant et la Babylonie est complètement en aval de ces deux fleuves, ce qui fait que l'abondance de l'eau douce dont elle peut disposer par les fleuves est directement fonction de ce qui se passe en amont. Et pour le moment, on ne peut que constater malheureusement qu'il n'existe aucun accord international qui lie entre la Syrie, la Turquie, l'Irak et l'Iran, ce qui a conduit par conséquent la Syrie à entreprendre des travaux que je n'ose pas qualifier de pharaoniques, mais presque, dans la zone turque et du bassin de l'Euphrate et du bassin du Tigre, avec une vingtaine d'ouvrages importants, soit à des fins hydrauliques, soit à d'autres fins. Donc la Turquie a entrepris des très grands travaux. La Syrie avait commencé de le faire, mais la guerre civile en Syrie a un peu interrompu ces travaux, jusqu'à quand, nul pour le moment ne peut le savoir. Et puis il y a une partie de l'eau qui arrive en Babylonie, qui passe d'abord par le nord irakien, qui ne se prive pas non plus de faire une utilisation intensive de l'eau, ce qui fait que malheureusement il reste souvent peu de choses pour la Babylonie, au sud, à l'extrême pointe de ces fleuves. On constate aujourd'hui, des notes officielles, des statistiques et des études faites par toutes sortes de spécialistes montrent que de vastes étendues de terres agricoles, des zones de pêche, des sources d'eau potable et des sources de production d'énergie électrique sont d'ores et déjà épuisées et que le reste risque de continuer. Si j'ajoute que le dernier rapport du GIEC, dont on parle souvent, annonce et prévoit pour la zone babylonienne, pour la zone qui est ici, des températures approche échéance équivalentes ou supérieures à 50 degrés d'une manière régulière, ceci amène à constater, constat que font un certain nombre de commentateurs, que plus de 7 millions de personnes risquent d'être condamnées dans des délais extrêmement rapprochés, à la fois à la sécheresse et à la famine qui va avec. À ces signaux d'alarme qui sont déjà extrêmement importants, il faut ajouter la qualité des infrastructures qui est extrêmement inégale et qui est très supérieure dans le nord de l'Irak à ce qu'elle est dans le sud. Ceci évidemment entraîne toutes sortes de conséquences. Plus l'eau est rare, plus les phénomènes de salinisation, en particulier ceux qui sont provoqués par la fameuse régression dont je parlais tout à l'heure, plus ces phénomènes prennent de l'importance. Ne parlons pas des pollutions qui sont en train de se multiplier parce que la vie continue malgré la rareté de l'eau. J'ajoute surtout que l'industrie pétrolière, dont 70% vient du sud irakien, vient justement de la Babylonie, l'industrie pétrolière, je l'ignorais un peu et je l'ai découvert en travaillant sur ces sujets, est presque autant consommatrice d'eau que de pétrole, et par conséquent, elle consomme énormément de l'eau dont déjà la Babylonie est en train de manquer, ce qui a conduit certains commentateurs à parler de la malédiction du pétrole, puisque le sud de la Babylonie souffre à la fois de la pollution par les hydrocarbures, souffre également de la surconsommation d'eau par l'industrie pétrolière, sans que la rente pétrolière ne reste chez elle, puisqu'elle part à Bagdad et dans les grandes compagnies internationales qui exploitent le pétrole. Quelques mots enfin pour terminer. Les deux fleuves sont inégalement navigables. L'Euphrate est peu navigable, sauf par des barques légères et pour des activités liées à des activités de nature domestique.
et l'Irak et le Tigre entre Bagdad et Bassora, qui est situé ici au confluent des deux fleuves, est plus navigable, mais pas par des bateaux de gros tonnage. Si j'insiste sur cet aspect de la navigation, c'est pour souligner que malheureusement, l'essentiel du transport et des transports lourds se fait par la voie routière, ce qui, comme vous le savez, est beaucoup plus polluant que si c'était par la voie de l'eau ou par la voie ferroviaire. Les chroniques de la Babylonie ont toujours enseigné, depuis l'Antiquité jusqu'à des périodes très récentes, au XIXe siècle encore, que l'essentiel de l'activité et de la prospérité de la Babylonie passait par le sud, c'est-à-dire par le Châtel arabe et le golfe Persique. C'est par et avec le golfe Persique que s'est construite la prospérité de la Babylonie. Aujourd'hui, comme vous le savez, le golfe Persique est malheureusement militarisé. C'est la zone la plus militarisée du monde et par conséquent, peu propice au commerce, ce qui fait que moins le commerce par le sud est possible, plus le commerce par le nord prend de l'importance, plus les transports routiers croissent en importance, avec les risques que cela comporte de pollution et de difficultés pour les deux fleuves, ainsi que pour les marais. Nous arrivons au deuxième thème de ces enjeux que je voulais vous citer. Voilà une photo, entre autres, de ce qu'ont été dans les grandes heures de leur prospérité les marais d'Irak. Donc vous le voyez, de vastes étendues, je vous l'ai dit tout à l'heure, pleines de petits îlots terrestres sur lesquels des constructions à usage artisanal, religieux ou domestique étaient construites. Depuis que l'Irak a adhéré en 2008 à une convention internationale sur les zones humides proches du littoral, l'ensemble des marais sud-irakiens est reconnu comme le plus grand écosystème de zones humides de l'Eurasie occidentale. 30 fois la Camargue, je vous le rappelle quand même. Ces marais sont alimentés par l'eau des fleuves, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de pluie ou très peu de pluviométrie dans la région. Ils sont alimentés par quelques affluents complémentaires qui, au sud, rejoignent le Tigre pour les grossir un peu. Ces marais sont répartis en 3 zones. Au centre, entre les deux fleuves, le marais central. Sur l'Euphrate et en descendant vers le sud, il y a le plus grand des marais, qui est le marais dit Al-Amar, à l'intérieur duquel il existe une partie qui est un marais salé, pleinement salé, complètement salé. Le sud, c'est la région d'Our dont je parlais tout à l'heure, et par conséquent, vous avez un marais qui est à la fois en partie d'eau douce, en partie d'eau salée, et évidemment beaucoup d'eau saumâtre entre les deux. Troisième partie à l'est sur le Tigre, il y a le marais dit Awizé, qui est un marais alimenté exclusivement par le Tigre et ses affluents, qui est un marais transfrontalier qui déborde un peu sur l'Iran voisin à l'est, sur le Khouzistan iranien, et qui pose d'autres problèmes. Si je m'en tiens à la fiche technique établie depuis 2006 par le World Life Fund, les Awar, c'est le nom arabe des marais, et les Awar sont reconnus comme une zone de biodiversité exceptionnelle, c'est ce que l'UNESCO a dit, je vous le disais tout à l'heure, biodiversité exceptionnelle pour la faune, et incontestablement, il y a au moins 3 animaux emblématiques que je ne peux pas ne pas citer, même si je veux aller assez vite. Premièrement, les oiseaux. Il y a une quarantaine d'espèces d'oiseaux qui sont endémiques à cette région et qu'on ne trouve pas ailleurs. Et enfin, la zone est aussi pratiquée de façon régulière et annuelle par des millions d'oiseaux migrateurs qui viennent y trouver refuge au cours de leur migration. Donc les oiseaux, premier animal emblématique. Deuxième animal emblématique, les poissons. Les marais ont été pour les Babyloniens une zone de pêche historique et contemporaine extrêmement importante. Évidemment, plus les marais diminuent, plus les qualités de pêche sont difficiles. Et je n'ai pas le temps de vous présenter les photos, mais de nombreuses photos illustrent à l'heure actuelle. Le poisson roi dans ces marais était la carpe, et qui meurt par milliers, peut-être par millions, dû au fait de la sécheresse et de la pollution des marais. Et enfin, troisième espèce emblématique de ces marais, parce qu'ils y tiennent un rôle très professionnel, les buffles,
les buffles qui sont une espèce particulière aussi que les habitants de ces marais utilisent pour toutes sortes d'activités agricoles, pour toutes sortes d'activités de transport, pour toutes sortes d'activités de production d'agroagriculture autour du lait et des productions de viande. Donc, biodiversité très grande en matière animale, et je passe sur tous les autres parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Biodiversité également pour les espèces végétales. Les deux espèces reines de cette région, mis à part le maraîchage qui a prospéré dès l'Antiquité et qui a continué jusqu'à une période assez récente, j'espère pourra-t-elle reprendre. Les deux espèces végétales les plus emblématiques, celles par lesquelles passera la revitalisation de ces espaces, dont je vais parler dans un instant, ce sont les roseaux et les papyrus. Roseaux et papyrus qui sont des espèces végétales relativement fréquentes dans ce type de relief qu'on trouve ailleurs au Moyen-Orient. Le biotope que constituent ces marais est extrêmement fragile. Et pourtant, l'histoire ne l'a pas ménagé. Pour me tenir à un exemple récent, dont peut-être vous avez tous entendu parler, au cours de la longue guerre de 1980 à 1988 qui a opposé l'Irak à son voisin iranien, Saddam Hussein avait eu comme idée de procéder à l'assèchement, au drainage et à l'assèchement de ces marais, de façon à pouvoir y débusquer tous les déserteurs, tous les réfugiés, tous les fugitifs qu'il voulait pourchasser pour des raisons militaires. Évidemment, le résultat a été que les deux marais centraux, le marais central et le marais Al-Amar à l'ouest sur l'Euphrate, avaient perdu, à la fin de la guerre Iran-Irak, donc au tout début des années 90, avaient perdu 90% de leur surface couverte. C'est un choc redoutable pour la survie de ces marais, mais la cause n'est pas perdue. Les autorités irakiennes ont entrepris immédiatement de travailler, et à partir de la libération du territoire en 2003, les autorités irakiennes ont entrepris de nombreux travaux pour réendiguer, pour recanaliser, pour faire revenir de l'eau. Elles ont pu en reconstituer environ 40%, ce qui est déjà un aspect positif, mais il en reste encore une marge importante. Les statistiques officielles irakiennes, les informations des autorités nationales disent qu'ils espèrent les avoir reconstituées à 75% dans les temps qui viennent et à 90% à l'horizon 2035. L'hypothèse est peut-être optimiste compte tenu de ce que je disais de la raréfaction de l'eau due à l'ensemble des travaux qui sont effectués en amont sur les deux grands fleuves qui sont les seules sources d'alimentation en eau de ces marais. On le voit, la survie des marais est possible, mais elle est très difficile pour quelques-unes des raisons que je viens d'expliciter. Heureusement, le peuple babylonien a toujours eu un instinct de survie très développé et continue de se battre pour la rénovation des marais. Et d'autre part, il se trouve que, et ça remonte à la plus haute antiquité, c'est le génie des lieux et le croissant fertile dont je parlais tout à l'heure. La nature locale, en dépit d'un climat difficile, est assez facilement résiliente, heureusement, pour les Babyloniens. Troisième enjeu, voilà une photo que je vous montre en passant, ce que sont devenus les marais, une partie des marais, notamment à l'ouest et au sud, au voisinage de l'Euphrate. Vous voyez qu'il y a quand même du travail à faire. Cette photo date de 2018. Donc je voulais vous la montrer pour vous montrer l'ampleur du travail. Je continue. Maintenant, nous allons passer, troisième sujet, les cités antiques, les cités sumériennes. Donc nous y arrivons, qui constitue un enjeu déterminant aussi, l'UNESCO nous l'a rappelé, pour l'avenir de la Babylonie. Enjeu culturel majeur compte tenu de l'importance qu'ont tenu dans l'histoire du monde de l'humanité et ses cités. L'exploration, la sauvegarde, la valorisation des cités antiques, évidemment, ne peut pas être dissociée des marais pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure. Les deux patrimoines sont entrelacés et les uns avec les autres. Un observateur archéologue bien connu
évoque dans un livre qu'il vient de publier récemment l'étroite symbiose, je le cite, l'étroite symbiose entre les cités-États et le monde amphibie et du sud irakien. Cités et marais ont toujours été liés, associés. La prospérité des cités et s'est basée, a dû aussi beaucoup à l'agriculture irriguée qu'elle a pu développer dans la zone des marais. Les fouilles entreprises depuis un peu plus d'un siècle, la sumérologie est une science toute neuve qu'on ne distingue toujours pas de la sirologie. Les fouilles entreprises depuis un peu plus d'un siècle seulement n'ont jusqu'à présent révélé qu'une petite partie, qu'une faible partie de tout ce qui est encore à découvrir. Beaucoup de zones n'ont pas encore été fouillées, ni même localisées. Je pense par exemple à la discussion qui existe encore sur la localisation des célèbres jardins suspendus de Babylone. Quelques mots quand même pour préciser les choses. D'abord, la taille des cités. Elle est naturellement variable selon les périodes, selon les cas. Je ne rentre pas dans ces détails. Quelques exemples simplement. La cité d'Our, que je citais tout à l'heure, riveraine naguère du littoral avant la régression, faisait une centaine d'hectares, fait encore, de ce qui a été découvert, une centaine d'hectares. Un peu plus grande, la cité de Larsa en fait 200. Uruk, qui a été l'une des grandes dynasties de la Babylonie historique, en fait 500. Et le plus grand des sites est le site de Lagash, qui a été à plusieurs reprises étendu et qui atteint plusieurs milliers d'hectares. Babylone, la grande ville de Babylone, couvrait à l'époque où elle a été achevée 1054 hectares exactement. Il s'agit de véritables villes, entourées pour la plupart d'enceintes fortifiées. À titre de comparaison, je cite très rapidement, rappelons que la muraille de Philippe Auguste, construite à la fin de notre XIIe siècle, ne couvrait que 253 hectares. On mesure mieux la performance réalisée par les Sumériens quand on compare ces chiffres. Avant d'être fouillés, la présence d'une cité se manifeste parce que les Arabes appellent un tel, T-E-2-L. Un tel, c'est un tertre ou une colline, mais sédimentaire et artificielle, à l'intérieur de laquelle la cité antique est enfouie sous l'érosion de ses propres ruines. Vous avez sur l'écran la photo de la ziggourate d'Our. La ziggourate, c'était l'édifice religieux le plus important dans les cités sumériennes. Celle-ci a été à peu près sauvegardée, sauf que les ziggourates étaient un peu à la manière des pyramides, des bâtiments à étages successifs qui se réduisaient, certains pouvant, comme la célèbre tour de Babylone, monter jusqu'à 7 étages, toujours à des époques assez reculées. Celle-ci, malgré tout, a été à peu près sauvegardée, comme vous le voyez, au moins dans ses fondements. La photo suivante vous montre celle d'Uruk, qui malheureusement, elle, l'a été beaucoup moins. Et voilà ce qu'il reste de la ziggourate d'Uruk aujourd'hui, après toute une série de fouilles qui restent encore à continuer. Lorsque la fouille donc est bien avancée, on trouve au sol tout un ensemble de rues, de bâtiments, d'édifices et d'objets qui sont classiques en matière d'archéologie, donc tout un patrimoine mobilier, immobilier qui existe là. Il y a dans le cas des cités suméro-acadiennes un patrimoine très particulier sur lequel j'attire votre attention, qui est le patrimoine scriptural et documentaire, qui est d'une richesse tout à fait exceptionnelle. Il est composé de plusieurs dizaines de milliers de tablettes ou de blocs d'argile. Il faut insister sur cet aspect des choses, blocs d'argile, parce que c'était le seul matériau existant sur place à l'époque sumérienne. La plaine babylonienne ne comporte ni montagne, ni rochers, ni pierres, ni arbres, mis à part le palmier dattier, qui n'est pas un arbre, mais une plante arborescente, ni pierre, ni arbre. Par conséquent, tout était fait en argile, et la plupart des documents, la plupart des tablettes relatant la vie et l'ensemble des éléments qui ont constitué la très longue histoire des cités sumériennes est constitué de tablettes ou de blocs d'argile.
Problème évident, c'est que la conservation de ce patrimoine est très difficile, car dès qu'il est à l'air libre, ce patrimoine, notamment en argile, a tendance à s'effriter et à tomber en ruine, d'où le fait que la plupart de ces vestiges de cités antiques sont encore enfouis sous leurs propres ruines et pas toujours localisés à l'heure qu'il est. Il existe aussi des artefacts en pierre ou en métal qui sont nombreux mais qui ne viennent pas d'ailleurs. L'exemple le plus célèbre, je le cite pour mémoire, on en a tous entendu parler, c'est le fameux code d'Hammurabi qui a été rédigé à Suse en Iran en 1750 avant notre ère et qui comporte un ensemble de textes, de très nombreux textes qui encadrent la vie et l'organisation de la cité de Babylone. La stèle est visible au musée du Louvre, mais elle est en albâtre, elle est en basalte, pardonnez-moi, je dis des bêtises, elle est en basalte, roche volcanique découverte en Iran, mais pas présente en Iran, mais pas dans la Babylonie. Donc, premier obstacle auquel se heurte la conservation et la mise en valeur de ce patrimoine, le matériau utilisé pour sa construction. L'argile, l'eau et le roseau, c'est tout. Tout ceci, évidemment, pose un certain nombre de problèmes. Deuxième difficulté auquel peut se heurter la sauvegarde du patrimoine, c'est que ce patrimoine, notamment dans sa version religieuse, les fameuses ziggourats que je vous montrais tout à l'heure, a parfois une réputation un peu difficile dans la mesure où c'est une architecture qui est considérée par un certain nombre de tenants du fondamentalisme religieux, des trois religions du livre d'ailleurs, qui est tenu comme un patrimoine impie qui a voulu défier Dieu et par conséquent qui est regardé avec un certain scepticisme. Fort heureusement, la grande majorité des Babyloniens et des Irakiens en général d'ailleurs n'adhèrent pas à ce type de conviction et attachent au contraire une très grande importance à la sauvegarde et à la conservation de ce patrimoine. Mais troisième obstacle, l'obstacle financier, bien sûr. Tout ceci coûte très cher, notamment la sauvegarde d'un patrimoine aussi fragile, aussi friable. Et pour l'instant, depuis quelques années, pour des raisons que d'ailleurs on peut comprendre, les autorités nationales irakiennes, de même que l'aide internationale qui arrive en Iran, tout ceci profite plutôt à la reconstruction de tout ce qui a été détruit par l'État islamique dans le nord de l'Iran, notamment à Mossoul, plutôt qu'à d'autres activités, ce qui fait que l'ensemble du patrimoine architectural, pour le moment, est un petit peu, sinon délaissé, puisque les fouilles ont recommencé en Irak, notamment avec des équipes françaises d'ailleurs. Les fouilles ont recommencé, mais elles sont difficiles compte tenu du contexte sécuritaire que tout le monde connaît. J'ajoute un dernier point. Comme tous les patrimoines archéologiques, le patrimoine des cités antiques sumériennes a fait l'objet de très nombreux pillages au cours des temps et on retrouve des briques ainsi, des briques d'argile qui ont sans doute servi à construire tel ou tel grand bâtiment à une époque reculée qui se trouve maintenant intégré dans des maisons ou dans des bâtiments à usages divers, ce qui est évidemment fâcheux. En revanche, ce qui est plus clair, c'est que depuis quelques années, des pillages organisés par de véritables réseaux internationaux se sont mis en place. Un seul exemple pour illustrer l'importance du phénomène. En mai dernier, en mai 2021, les autorités américaines ont décidé de restituer à l'Irak 17 000, j'ai bien dit 17 000 pièces d'antiquités qui avaient été pillées et sorties aux contrebandes au cours de la présence et de l'occupation américaine de 2003 à 2008. Une de ces pièces, heureusement restituée à l'Irak, comporte une partie du grand récit de l'épopée de Gilgamesh, le grand roi d'Uruk du 4e millénaire avant notre ère.
J'en arrive maintenant à l'avant-dernier point, aux deux derniers points qui concernent les populations sud-irakiennes. Il me manque... Non, c'est ça. Les populations sud-irakiennes sont confrontées à un certain nombre de difficultés. Je vais les résumer autour de deux points. Ce sont des difficultés d'ordre ethnoculturel, pour essayer d'être précis sur ce point. Première difficulté est lors de la création de l'Irak en 1920. Ce sont trois parties très différentes du pays qui ont été regroupées. La Babylonie historique, dont je vous parle depuis tout à l'heure, la région de Bagdad au centre avec l'agglomération elle-même qui s'est beaucoup étendue et les zones environnantes, et puis tout le nord irakien qui est très différent, qui est beaucoup plus montagneux et qui ne ressemble en rien au sud. Et donc ces trois parties ont été regroupées sous la décision des Britanniques, validée par les instances internationales de l'époque, la Société des Nations. Mais il se trouve que ces trois parties n'ont ni la même histoire, ni la même géographie, et que par conséquent, l'ensemble pose quelques problèmes que je qualifierais rapidement d'identitaires. On aurait pu penser que l'appellation Mésopotamie aurait pu être retenue. En fait, non, parce que cette appellation est quelque part marquée par un certain nombre de limites. D'abord, elle est extrêmement imprécise. Je me suis intéressé un jour à comparer depuis Hérodote jusqu'aux géohistoriens contemporains des cartes de la Babylonie, des cartes de la Mésopotamie, et on voit qu'elle est placée dans des endroits très différents selon les interprétations qu'on en donne, donc c'est très imprécis. Deuxièmement, c'est une invention de nature coloniale. Le mot Mésopotamie, le nom de Mésopotamie vient des Grecs, donc d'occupants grecs qui n'ont occupé la Mésopotamie que pendant quelques siècles. Sur 6000 ans d'histoire, c'est bien peu, surtout d'origine coloniale. Et enfin, troisièmement, la Mésopotamie a montré aussi, il n'y a pas très longtemps, qu'elle avait de temps en temps tendance à faciliter des visées annexionnistes, puisque Saddam Hussein, quand il a envahi le Koweït en 1991, prétendait simplement reconstituer la Mésopotamie historique. En fait, il voulait accaparer la totalité d'un gisement frontalier et d'un gisement de pétrole transfrontalier, mais l'argument était, mais ça a toujours été la Mésopotamie, donc c'est l'Irak. Voilà, donc le concept de mésopotamien n'est pas adapté, et celui d'irakien pose un autre problème, c'est que le nom d'Irak vient du vieux persan. En vieux persan, il existait l'Irak arabe, qui était notre actuelle Babylonie, et l'Irak adjami, qui était les hautes terres d'Irak, et c'est quand même le terme qui a été maintenu compte tenu de la difficulté de lui donner un ethnonyme qui convienne à tout le monde. Deux types de populations dans le sud irakien, la population des marais, qui est une population particulière qui a intégré depuis très très longtemps les tribus bédouines, notamment venues d'Arabie, et ce qui a créé une culture très particulière. De même, hors des marais, autour, dans les villes, il se trouve que la population connaît et fait l'objet d'un très grand particularisme à la fois dans son mode de vie, dans ses traditions. Elle a adopté, le sud irakien a adopté, la Babylonie a adopté depuis très longtemps les codes issus des tribus bédouines, et dans ce point de vue-là, elle est extrêmement différente du reste du pays, ce qui nous conduit directement au dernier enjeu qui n'est pas le plus simple, à la question confessionnelle. Donc, je vous mets sous les yeux une carte qui est une carte justement ethno-religieuse de la Babylonie, et comme vous le voyez, la Babylonie, c'est la région la plus peuplée de l'ensemble irakien, mais c'est une région qui est très majoritairement chiite. Ceci dit, on se méprend beaucoup sur le chiisme irakien, qui, à la différence du chiisme iranien, est beaucoup plus tolérant, qui fut longtemps d'ailleurs parmi les plus tolérants du monde arabo-musulman. Le chiisme en Iran n'est pas né et depuis l'origine de la conquête islamique. 1000 ans après l'hégire, c'est en 1638, lorsque l'Empire ottoman a fini par asseoir définitivement son autorité contre les Perses sur
ce qui constitue l'Irak d'aujourd'hui, que le sud irakien, à la différence du nord, que le sud irakien s'est massivement converti au chiisme comme une manifestation d'opposition et de résistance aux Ottomans sunnites. Il ne faut donc pas se tromper et dans la causalité. Ce n'est pas parce que la Babylonie est majoritairement chiite qu'elle a résisté aux Ottomans, aux Britanniques et avant à toutes sortes de conquérants. C'est parce qu'elle a été envahie par les Ottomans sunnites qu'elle s'est convertie au chiisme dans un souci d'opposition et de résistance. Les Ottomans ont en tant que sunnites pendant toute la durée de leur occupation, donc définitivement de 1638 à 1920, pendant pratiquement 3 siècles. Donc les Ottomans ont joué de cette carte en asseyant leur autorité en complicité avec les groupes sunnites de Bagdad et du nord, et en marginalisant la Babylonie chiite qui était encore en opposition et qui est restée en opposition avec eux. Mais dans la réalité d'aujourd'hui, il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un problème religieux interne à l'Iran. Les Irakiens chiites peuvent très bien s'entendre et s'entendent très bien avec les Irakiens sunnites. Le problème actuel confessionnel, il est dans la présence, depuis que l'État islamique a sévi dans le nord irakien, de la présence de milices pro-iraniennes dans le sud irakien, notamment en Babylonie. Et ce sont ces milices pro-iraniennes qui ont partie liée avec l'Iran, qui posent problème. Donc le problème confessionnel chiite-sunnite, à l'heure actuelle, est plus un problème international de relations entre l'Irak et son voisin iranien qu'un problème interne à l'Irak. Voilà, j'ai été très vite, j'en suis désolé, je pourrais encore vous en dire beaucoup. J'arrive très rapidement à quelques mots de conclusion pour vous dire que j'ai essayé quand même rapidement, de vous faire mesurer l'ensemble des enjeux et des risques qui pèsent de toute nature, de nature très différente, sur la Babylonie. L'avantage du classement qui a été décidé par l'Irak en 2016 et en 2019, c'est que d'une part, il laisse les biens classés sous la responsabilité de l'État irakien, à lui de savoir en faire une cause nationale, à lui de savoir mobiliser sa population et les soutiens étrangers pour la sauvegarde et la mise en valeur de tous ces patrimoines écologiques et archéologiques. Mais d'autre part, le classement au patrimoine mondial de l'humanité place aussi les marais et les sites suméro-babyloniens sous la sauvegarde internationale, avec tout ce que cela peut comporter. La communauté internationale de nos jours s'est beaucoup élargie, comme vous le savez. Elle comprend non seulement des États, mais elle comprend aussi un grand nombre d'organismes publics, privés, des ONG, des fondations et même désormais des entreprises. Donc l'objectif de ce que nous faisons dans le groupe auquel j'appartiens, c'est d'essayer de sensibiliser toute cette communauté nationale et internationale à la gravité et à l'importance des enjeux courus. Concernant le patrimoine archéologique, on comprend en combien le travail est important à faire. Des équipes reviennent, des archéologues irakiens sont en place. Il faut à tout prix permettre que cela puisse se faire dans des conditions de sécurité et de progression raisonnables, sinon une partie très importante de ce patrimoine risque d'être perdue définitivement. C'est donc toute une politique du patrimoine et de valorisation du patrimoine qu'il faut inventer. Et pour la zone humide des marais, vous avez vu quelques-unes des indications que je vous ai données. Le travail n'est pas moins important. Il faut restaurer de la biodiversité qui est à l'agonie. Il faut retrouver une flore qui, pour le moment, est en grande difficulté. Il faut faire revenir ou il faut réengager une renaissance de la faune. Tout ceci, évidemment, nécessite à la fois des éléments de formation et des éléments de compétences auxquels nous sommes attachés. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire d'essentiel en quelques minutes. Mon propos a été de vous faire
vous faire comprendre, peut-être vous faire partager et mon intérêt et mon souci devant un tel problème, d'autant plus que, je le redis en terminant, vous l'avez vu, les problèmes de biodiversité, les problèmes de réchauffement climatique, les problèmes de conflits et civilisationnels entre les grandes communautés du monde, les problèmes des fleuves internationaux, tous ces problèmes-là et d'autres encore sont au cœur de la géopolitique mondiale dans d'autres régions du monde. Et si demain, par nos efforts, la Babylonie pouvait servir de laboratoire à la réussite de la renaissance de ces pays, eh bien, ce serait un bon exemple à donner pour les autres crises qui peuvent exister un peu partout. Je vous remercie.